là, l'enregistrement est lancé, c'est bon. Je vais en profiter parce que j'ai un nouveau Myriam qui va modérer la salle avec moi. Donc, je vais la nommer co-hôte pour qu'elle puisse gérer si jamais il y a des choses à faire. Et puis, bah, je ne me présente pas, hein, vous me connaissez, on se connaît tous là maintenant, même moi je vous connais, hein, c'est correct. Donc, approche basée sur les interactions. Vous allez voir que je vais reprendre certains écrans, mais je vais parler autant des interactions en salle que des interactions en ligne, à distance. Donc là, cet écran-là, je vais très rapidement dessus, c'est dans l'autre webinaire. On reste sur l'approche, le modèle de l'enseignant qui anime son cours et qui va articuler les différents outils technopédagogiques qu'on a. Et puis, on avait vu, et puis on reverra très rapidement, hein, pour animer votre cours de manière hybride ou même 100% présentiel, vous pouvez utiliser l'environnement technopédagogique avec Teams, Zoom également pour gérer les enregistrements audio ou vidéo. Et vous avez aussi Studium. Alors, c'est vrai que Studium, pendant le cours en salle, je vais pas, en tout cas moi, je ne vais pas vraiment avoir l'utilité de m'en servir. Studium va vraiment être là pour faire le lien entre vos séances de cours et donc gérer l'asynchrone, gérer les phases distancielles. Maintenant, on peut aussi avoir un intérêt de travailler avec Studium, même pendant un cours, si votre activité d'apprentissage demande d'utiliser une activité ou une autre de Studium, parce qu'on parlait des activités où là, où les étudiants vont faire des travaux collaboratifs ou coopératifs, notamment avec Teams, mais on pourrait imaginer aussi d'utiliser des activités comme base de données, comme glossaire, pour une activité même en salle, hein. Ce n'est pas du tout impossible, ni même, ça serait très pertinent d'utiliser certaines activités de Studium. Donc, très rapidement, je reprends mon modèle. Ah oui, Jean-François, on va en profiter pour faire les questions à la volée aujourd'hui. Oui, non, c'est juste partager une utilisation récente que je fais avec Studium en salle. Ah oui, allez-y. Oui, dans le cadre j'appelle ça un peu des travaux de laboratoire, c'est des points de participation, mais néanmoins, suite à des présentations de vignettes cliniques, ils doivent travailler en équipe et faire de la résolution de problèmes. Alors, avant, je ramassais des feuilles, j'avais du papier, je corrigeais ça à la main. Maintenant, bingo, il y a un dépôt de devoirs dans Studium, ils font l'activité. Ils rentrent même leur groupe. Génial, je n'ai pas besoin de faire ça. Ils rentrent leur groupe quand ils rentrent, puis quand je rentre la note, c'est élargi à tout le monde. Fait que, voilà, je voulais juste partager ça. Ben non, mais c'est génial que vous fassiez ça, parce que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, hein. Voilà, vous parliez du papier versus l'écran. Moi, Jean-François, j'aime aussi amener l'idée de traces. On parle beaucoup des traces d'apprentissage. Moi, j'aime bien aussi l'idée des traces d'évaluation, hein. C'est très intéressant pour l'enseignant comme pour l'apprenant, pour l'étudiant, de pouvoir consulter ces traces d'évaluation. Donc, corriger une activité devoir, vous avez plein d'outils avec la remise de devoirs pour annoter, pour faire des rétro-vidéos, des rétro-audio. On a vraiment toute une trousse à outils maintenant qui est là. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, bah, pareil, hein, on n'en est pas là, mais quand il y a les demandes de révision de notes ou des fois certains litiges, bah, les traces d'évaluation vont vous permettre aussi de gérer ça beaucoup mieux qu'avec le papier. Alors, ne partez pas le sujet des demandes de révision de notes, s'il vous plaît. C'est une génération que quand ils ont B+, comme moyenne, là, oui. Mais on n'en parlera pas ici. Non, pas aujourd'hui. On va se laisser le moment des corrections pour refaire un webinaire là-dessus. Alors, voilà, cours hybride. Donc, voilà, vous connaissez ce schéma-là, hein, je le présente à chaque fois. On alterne présentiel, distanciel avec Teams qui va être notre client. On va avoir entre les séances voilà, nos lectures ou nos consultations vidéo préparatoires ou pour faire de l'ancrage. Ça, c'est vous qui articulez votre scénario pédagogique avec vos travaux intermédiaires, vraiment pour lier les séances entre elles. Voilà, le petit portrait, je ne vais pas en parler aujourd'hui, hein, c'est vraiment une petite analyse, une auto-évaluation de votre cours pour voir un petit peu s'il correspond à votre volonté pédagogique. Ça peut être intéressant toujours d'évaluer son propre cours pour voir voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place
Est-ce que ça répond à mon objectif ou est-ce que je me suis un petit peu égaré en chemin? Donc, ça, voilà, c'est une petite auto-évaluation. C'est vraiment un outil pour l'enseignant, hein, cette toile d'araignée. Voilà, avec nos différents axes, présence, distance, synchrone, asynchrone, éval formative, sommative. Pour rappel, hein, quand on fait un cours hybride, donc on a du présentiel, on évite autant que faire se peut de mettre de l'asynchrone pendant le moment synchrone, donc en salle. Hein, le moment en salle, on en avait parlé plusieurs reprises, c'est vraiment un moment de partage pour interagir, pas pour consulter une lecture ou même une vidéo, sauf cas exceptionnel. Et je pense notamment des fois lorsqu'on a des conférenciers qui ne peuvent pas être là, ils ne peuvent pas être sur Zoom. Donc voilà, on peut faire un petit enregistrement. Mais je dirais que même les conférenciers, si on peut donner la vidéo avant le cours, c'est quand même mieux. Donc là, aujourd'hui, cours basé sur les interactions synchrones et asynchrones. Donc c'est la suite du premier webinaire. Je reprends pour rappel notre petit tableau qui date de 2014, hein, la référence de 2014, qui identifiait les auteurs, les 4 niveaux d'engagement. Donc là, nous, aujourd'hui, on va vraiment être sur les niveaux 3 et 4. Je vous avais mis, pour vous aider, en tout cas pour vous guider, certaines activités Studium qui permettent d'atteindre ces niveaux d'engagement-là. Mais là, ce que j'aurais voulu, alors je ne vous demande pas l'environnement techno, parce que je vous avais déjà posé la question, j'ai une petite idée pour chacun. Cet écran-là, alors j'essaie juste de regarder ce que là, vu qu'on se connaît et que vous avez déjà suivi mes webinaires, voilà, les 6 défis, donc réduire le volume, optimiser le matériel, la perception de l'exposé magistral, qu'il faut essayer un petit peu d'amoindrir également chez l'étudiant, la charge de travail, d'organiser son cours hybride et un petit peu démultiplier, c'est vrai, mais à moyen long terme, il ne faut pas oublier qu'on gagne du temps lorsqu'on construit bien son cours, qu'on développe le contenu, je veux dire. Le contexte de diffusion, faire attention aussi au profil de vos étudiants et la résistance des étudiants au fait d'être dans un mode de pédagogie active. Et ça, peut-être ce 6e point, ce 6e défi, la résistance des étudiants, c'est peut-être vraiment le point qu'on va soulever aujourd'hui. Parce que qui dit interaction dit pédagogie active et les interactions. Je vais parler très rapidement à un moment d'H5P, juste pour vous dire que H5P est là et que par essence, vraiment, c'est un outil qui a été développé pour développer du contenu interactif, mais on est vraiment sur l'interaction niveau 1. Hein, c'est l'interaction dans le sens que l'étudiant va manipuler son contenu. Mais on va voir que les interactions, c'est aussi les échanges, et c'est surtout les échanges, les étudiants entre eux et les étudiants avec l'enseignant. Voilà, et c'était cet écran-là que je voulais vous montrer, la petite nouveauté, en tout cas la subtilité que j'ai apportée à la présentation, la première que j'ai apportée à cette présentation sur les interactions. La semaine dernière, sur les stratégies collaboratives, je vous avais montré un petit peu c'était quoi un parcours d'apprentissage en mode hybride. On avait parlé un moment, au moment des questions-réponses, je crois, je vous avais présenté un petit peu la séquence qu'on peut répéter dans son cours avec une première phase de présentation où on peut, et on a besoin, comme je disais, il ne faut pas avoir peur de ça, notre petit moment magistral, hein, où on va présenter son PowerPoint, on va diffuser, on va donner vraiment les bases pour pouvoir commencer la séance de cours. Hein. L'étudiant fait des lectures préparatoires, mais on a parfois besoin quand même de présenter un petit peu pour donner matière. Cette présentation-là, ce que je vous disais, doit durer idéalement entre 15 et 20 minutes, pas plus. Donc, on essaye vraiment d'y aller avec des grains qui permettent de faciliter l'engagement. Et cette première phase de votre séquence, on a déjà un premier niveau d'interaction, on a déjà un premier moment d'interaction possible qui fait d'ailleurs écho aux bonnes pratiques d'animation de cours. Ce que j'essaye de faire dans mes webinaires, c'est que je présente et toutes les 10-15 minutes, des fois je déborde 20 minutes, toujours des moments de questions-réponses. Après, on peut les prendre à la volée, les questions-réponses, mais
Le fait, toutes les 15-20 minutes, de donner un moment de questions-réponses, ça permet aux apprenants, à vous-même, lorsque vous écoutez un formateur, voilà, de poser vos questions, de vous assurer que vous avez bien compris, de partager, et on crée comme ça de l'interaction entre l'enseignant et l'étudiant. Le danger de prendre des questions-réponses à la volée, là, ça se gère très bien ce matin, et puis j'ai l'habitude, donc ce n'est pas un problème pour moi d'être coupé comme ça à la volée pour répondre à des questions. Mais le danger quand même d'accepter d'être coupé, c'est d'aller dans l'exagération et d'être trop coupé. Donc on perd le fil. Le danger, c'est que l'enseignant perd le fil de ce qu'il veut dire, mais on a aussi le danger de faire perdre le fil aux étudiants qui nous écoutent. Parce que c'est à force d'être coupé comme ça, même l'apprenant peut être gêné à avoir trop d'interactions en permanence. Donc c'est quand même bien, même pour cette première phase, ce premier niveau d'interaction, d'avoir quand même des moments où on peut faire cheminer, présenter, on a un flow qui se fait, on a un flux qui va permettre d'exposer toutes les idées. Et là, premier niveau d'interaction, les questions-réponses. On s'assure que tout est compris. De par la qualité des questions aussi, on voit si les étudiants posent des questions, voilà, j'ai utilisé des mots peut-être un peu durs, mais des questions pertinentes. Et toutes les questions sont pertinentes, même une question où on pourrait se dire elle est un peu absurde, elle est non pertinente. Sa non-pertinence, moi, me paraît pertinente dans le sens que l'étudiant n'a peut-être tout simplement pas compris ce que j'ai dit. Donc, ça me permet, voilà, de revenir en arrière, de réasseoir, de représenter autrement peut-être le concept ou les idées que j'ai présentées. Petite question comme ça, très rapidement, vu qu'on n'est pas nombreux, parce que moi aussi, je vais me permettre de faire des questions à la volée. Vous, dans vos cours, comment vous gérez ces interactions-là? Est-ce que vous acceptez ou vous proposez d'être coupé vraiment au fur et à mesure que vous présentez, ou est-ce que vous êtes dans ce mode où voilà, vous donnez des moments de questions-réponses pour échanger? Comment vous articulez votre cours, vous? Oui, Jean-François. J'ai tendance à répondre en fonction du contexte, à la fois qu'est-ce qui est l'objet d'apprentissage de matière. Mm-hmm. Je ne vais pas adopter un format unique. Puis aussi, il faut bien le dire, la taille des groupes va jouer. Oui. Des fois, je donne, comme cette session, je donne un séminaire à la maîtrise. C'est génial. J'ai à peine 15 étudiants. Oui. Mais j'ai aussi un cours en première année du bac où j'en ai 80. Avec les 80, ça s'impose d'avoir des temps Des temps, oui. Oui, oui. Même chose à distance. Là. Je parle autant à distance qu'en présence. Ça me fait penser aussi quelque chose quand on a comme ça des grosses cohortes, parce que moi j'ai donné des cours aussi où ils étaient plus de 90. Le fait d'avoir des moments de questions-réponses, ça permet aussi de les forcer à interagir. Parce que quand on est sur des très grosses cohortes, c'est très facile. Il y en a qui vont peut-être lever la main, mais il y en a aussi beaucoup qui vont finalement rester passifs, qui sont noyés dans la masse. Alors que si on fait un moment où on s'arrête, on pose la question, on les force, en tout cas on les invite à interagir, ça peut motiver ou faciliter les introvertis à parler. Ouais. Bernard, Guy. Oui, dans mon cas, moi, je suis en cinéma, donc je prends les questions à la volée. Puis quand je mets les extraits de films après, donc évidemment, je pose des questions sur ce qu'on vient de voir. Oui. Et je m'efforce de ne pas toujours pointer les mêmes personnes qui veulent répondre. Oui. Donc, l'idée, à 80 aussi, 90, les regards ou les personnes qui parlent sont toujours les mêmes. Et souvent, je demande, y a-t-il quelqu'un d'autre que… voilà, donc essayer d'ouvrir un peu la discussion. Et finalement, en cours de session, on se rend compte qu'il y a 5, 10, 15, 20, 30 personnes qui finissent par être vraiment impliquées. Effectivement, c'est vrai. Guy, comment tu fais avec tes futurs médecins? Ils ne sont pas encore médecins, ils sont loin d'être médecins dans mon cas, là, parce qu'il y a encore, faut qu'ils rentrent en médecine, mais peu importe, ils se préparent. Ah, oui. Il y en a plusieurs qui se préparent. Je te dirais que je réfléchis à ça. Dans les petits groupes, je les prends à la volée. Dans les plus gros groupes, j'en ai un à 330 cette session-ci. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est moi qui fais une pause. Est-ce que vous avez des questions? Ça, je le vois souvent, c'est là qu'ils posent des questions.
c'est un peu contrôlé. Par contre, ça arrive à l'occasion que je vais en prendre une à la volée. Mais c'est rare que ça dépasse plus qu'une à deux dans les gros groupes parce que les gens sont gênés. Fait que, ils se retiennent un petit peu. C'est souvent les mêmes, mais des fois, ce que je fais, c'est que je dis, ben, laisse-moi finir, je vais finir mon idée, puis je répondrai à ta question après. Donc, j'essaie d'avoir des pauses un peu contrôlées. Ouais. Alors, il y a aussi un point, c'est que lorsqu'on est en mode présentation, hein, on est toujours dans la première phase là, du schéma, on a aussi nos turning points, Kahoot ou vote électronique dans Studium, hein, qui permettent aussi de créer de l'interaction pendant cette phase de présentation. Ce qui fait que là, plutôt que de prendre les questions à la volée, on peut aussi tout simplement, dans sa présentation, introduire son écran de vote pour poser une question. Puis là, voilà, nos introvertis, nos timides peuvent voter. Alors, c'est vrai que l'interaction est un peu plus limitée avec les outils de vote électronique, mais ça a quand même pour avantage de rappeler, de réengager un peu nos étudiants. Et puis, on peut, nous, en tant qu'enseignants, aussi avoir une petite évaluation rapide du suivi et de la compréhension du contenu selon les questions qu'on pose. Donc, pas oublier, pendant cette phase de présentation, on a aussi les outils de vote électronique. Libre à vous de choisir ceux que vous voulez, hein. On vend beaucoup de Turning Point qui est intégré à Studium maintenant. Il y a le vote électronique qui est un outil Studium aussi. Après, pour les autres, voilà, il n'y a peut-être pas le support, mais c'est des outils qui sont quand même assez simples à maîtriser. Donc, premier niveau d'interaction pendant la phase, donc la présentation. Donc, qu'on soit en salle ou en ligne, on va retrouver un peu la même logique, hein. Ensuite, deuxième phase, l'activité de groupe. Donc là, si vous vous rappelez, la semaine dernière, ou voilà, si vous avez suivi les autres webinaires, on a nos scripts d'apprentissage. On a une quinzaine de répertoriés. Moi, je vous en avais parlé de 3 qui regroupaient un peu les grands axes, les grandes approches. Donc là, l'activité de groupe, voilà, Teams, pour avoir un environnement technopédagogique pour construire le travail collaboratif, que ce soit un rendu, que ce soit une idéation avec un tableau blanc ou coopératif. Mais coopératif, pendant une séance de cours, c'est vrai que c'est peut-être moins. Pendant une séance de cours, on va plutôt être sur une activité collaborative. Après, peut-être que vous auriez une bonne idée de faire du coopératif pendant une séance de cours, mais le coopératif me paraît moins opportun pour ne pas casser l'ambiance et le rythme d'un cours en salle. Bon, enfin bref, Teams est là. Et puis, vous voyez, sous Teams, voilà, je vous ai mis des petites bulles pour les étudiants, voilà, qui vont se regrouper ensemble. Voilà, ils vont faire leur interaction. Vous êtes dans une salle plancher plat, c'est assez facile, hein, ils se regroupent autour d'une table. Pour peu que vous soyez dans une salle avec un TNI, donc un tableau interactif, les étudiants peuvent même travailler sur le tableau interactif, mais j'ai presque envie de dire c'est un investissement maintenant qui n'est plus nécessaire parce qu'on a Teams qui est là et Teams a Word, Excel, PowerPoint, il a le tableau blanc aussi qui est là. Donc, à la rigueur, l'étudiant qui va jouer le rôle de scribe, donc de secrétaire, peut brancher son écran, son ordinateur sur l'écran, histoire que tout le monde voit ce qui se passe. Mais en soi, l'outil, c'est l'outil qui est intégré à Teams. Et puis Teams est supporté par le soutien, donc pas de souci si jamais un jour il y avait un problème ou quoi. Donc là, l'activité, deuxième niveau d'interaction, c'est vraiment les étudiants entre eux qui vont pouvoir partager leurs expériences, qui vont pouvoir aussi partager leur compréhension du contenu, ne serait-ce que pour faire l'activité, ils vont devoir partager, hein. Je reviendrai tout à l'heure très rapidement, que ce soit le Think Pair Share, donc le 1, 2, X, que ce soit Graffiti, groupe d'experts. Voilà, c'est des activités qui vont demander aux étudiants de partager leur compréhension de votre cours, partager leurs connaissances par rapport à des travaux préparatoires, peut-être même des expériences si jamais ils ont déjà fait des stages avant. Donc voilà, deuxième niveau d'interaction. Troisième niveau d'interaction, donc là, c'est la fin de la première séquence, c'est lorsque les porte-paroles vont présenter les travaux d'équipe au reste de la salle. Donc là, interaction groupe avec le reste de la cohorte, mais aussi interaction avec l'enseignant, parce que les étudiants vont devoir vous présenter
leur travail, ils vont devoir être capables d'organiser leurs idées, leur travail pour vous le présenter à vous, pour pouvoir continuer, mais aussi voilà, le présenter au reste de la cohorte. Et puis, ce troisième niveau d'interaction, c'est aussi l'enseignant qui va interagir avec le groupe et la cohorte. Voilà, le groupe pour peut-être évaluer très rapidement, en tout cas interagir sur la qualité et le contenu de la présentation, mais aussi interagir avec le reste de la cohorte selon les interactions qui sont faites. Pour dire, oui, mais non, cette question-là, non, là, tu t'égares, tu n'as peut-être pas compris ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc là, on crée vraiment toute une émulation par rapport à la présentation des travaux. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce qu'avec avec Studium, avec Moodle, vous avez peut-être que en venant de vous présenter ça, à ce niveau d'interaction, peut-être que vous avez pensé justement à l'évaluation par les pairs. Et ça, dans Studium, vous avez Atelier qui est là. Et ça, dès qu'on est sur l'évaluation par les pairs, en tout cas cette approche d'évaluation par les pairs, ce qui est très intéressant, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on évalue le travail rendu par un étudiant ou un groupe, mais on évalue aussi les évaluations des étudiants qui ont évalué le travail de l'équipe. Donc, on a plusieurs niveaux d'évaluation, donc plusieurs niveaux d'interaction. Et donc, pour revenir à mon écran, ce 7e défi de l'apprentissage hybride, de développer un cours hybride, c'est lorsque je présentais mon cours sur les niveaux, les approches collaboratives, je parlais de la structure du parcours, mais là, j'affine la structure du parcours qui permet justement de générer ces 3 niveaux d'interaction. Toujours en développant le contenu, on se pose les 3 questions du quoi, de quoi je parle, pourquoi j'en parle et puis comment j'en parle. Et donc, ces 3 questions-là, vous pouvez aussi demander à vos étudiants d'y répondre lorsqu'ils font leurs travaux. Donc, cette séquence avec ces 3 niveaux d'interaction, vous vous rappelez, je vous avais préconisé une durée de 15-20 minutes par élément. Donc là, on est sur une première séquence à gauche qui dure déjà 1 heure, qui vous prend 1 heure de cours. Donc, selon la durée de votre cours, 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous répétez 2-3 fois ce cycle. Et puis, ce qu'on avait vu aussi, c'est que si vous faites 15-15-15, vous avez même le temps d'organiser la petite pause syndicale toutes les heures pour que les étudiants puissent boire, aller aux toilettes et revenir. Donc, ça vous laisse vraiment organiser et structurer votre cours avec un rythme qui est assez intense. On avait pu voir ça. Alors là, je vais quand même vous poser la question. Je vous laisse la lire, parce que là, j'ai été un petit peu ambitieux, mais voilà, vous êtes 3, je vais me permettre de l'être encore. Dans le contexte de votre cours, quels sont les niveaux d'interaction que vous pratiquez par rapport à cette séquence que je viens de vous présenter? Présentation, interaction, les étudiants, travaux d'équipe, interaction, ils présentent, on interagit avec eux. Quels sont les niveaux? Quelle plus-value, si vous les pratiquez, quelle plus-value avez-vous pu voir dans votre cours? Et ensuite, comment vous les mettez en place? Donc, je vous laisse l'écran. Là, on va se donner, il est 30, on va se donner, allez, vous n'êtes pas nombreux, donc 5 minutes. Donc là, je ne vous fais pas de groupe d'experts ou autre chose. Je vous laisse chacun réfléchir pendant 5 minutes par rapport à votre cours. Et puis, dans 5 minutes, on rallume les micros et on présente votre réflexion. Okay, donc, on va pouvoir partager un petit peu. Alors, qui ouvre le bal? Je vais commencer. En fait, j'ai répondu au mieux que ce que je comprenais des questions. Bien sûr, oui. C'est pas clair pour moi le niveau d'interaction que vous voulez dire, là, mais bon. Si je regarde ce que vous avez exposé au préalable, j'intègre pas mal tout cela. Je dirais que la nuance que j'apporterais, c'est que lorsqu'il y a des grands groupes, je ne privilégie pas, c'est trop long, les exposés par les groupes. Une chose que j'ai développée dans le contexte d'avoir intégré avec la pandémie toutes sortes d'autres outils, approches, etc. En salle de cours, lorsqu'ils travaillent, je vais créer un Framapad qui va être à l'écran. Oui. Et ils vont rentrer leurs réponses au fur et à mesure. Donc, ils voient les réponses, un peu comme quand on le faisait à distance, les leurs, les autres équipes et tout. Ça permet de faire un retour sur ce qu'ils ont répondu plutôt que
ce soit long et fastidieux, que chacun présente, etc. Oui, oui, oui. Des interventions. Toujours plus dans une démarche de résolution de problèmes, là, de l'approche de la résolution de problèmes en enseignement. Oui, oui. Sinon, quoi dire de plus dans ce que vous posiez comme question? À distance, moi, j'avais retenu des formations de CPU d'essayer de la règle des 8 minutes pour leur travail en équipe, de revenir. Maximum de 20 minutes de présentation de ma part, pas plus que ça quand le synchrone est structuré. Et j'ai retenu pour la synchrone, je ne sais pas si c'est toujours valable, mais le fameux 3 pour 1, et je leur dis, si vous allez visionner un PowerPoint narré qui a 20 minutes, c'est comme si on avait 1 heure en classe. Et c'est sûr qu'ils ont un forum de questions-réponses sur Studium une fois qu'ils ont visionné, que durant la semaine, je peux voir avec eux. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'idée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est sûr que honnêtement, la plus-value, je dirais que la plus-value, moi, c'est beaucoup en gestion du temps. Voilà. D'aller mettre l'accent sur les apprentissages. Puis comme vous dites, il y a des traces maintenant qui leur restent. Il y a tous ces éléments-là qui sont intéressants aussi pour eux. Évidemment, ils demandent tout avant. Là, ça, c'est un peu, c'est un autre débat, là, mais moi, je refuse de donner les PowerPoint. Je les donne en format PDF. Là, mais je sais que ça, c'est toujours des fois qui reviennent avec ces demandes-là. Mais bon. Oui. Et non, c'est très bien. Après, je comprends parfaitement que quand vous avez des grosses cohortes, le 3e niveau d'interaction que je présentais dans la séquence, avec lui, il est difficile à gérer avec des très grosses cohortes. Fait que ce 3e niveau-là, on va essayer et on va voir avec les outils qu'on a, mais de le transposer peut-être de manière asynchrone, justement avec la remise de devoirs, avec 2-3 subtilités qu'on va pouvoir avoir, mais en mode distanciel. Donc, c'est vrai que ce 3e niveau d'interaction en salle est assez difficile à gérer avec des très grosses cohortes parce que tout ce qu'on risquerait, c'est de ne pas avoir le temps, 2, j'aurais même un danger que je verrais là-dedans, c'est de frustrer certains groupes, voire tous les groupes, parce qu'ils seraient frustrés de ne pas pouvoir prendre le temps de parler comme ils veulent, et puis d'autres frustrés de ne pas avoir eu le temps de parler. Donc, pour les très grosses cohortes, c'est vrai que ce 3e niveau, je le verrais plus en mode asynchrone, juste parce qu'on a besoin de gérer un gros groupe. Donc, c'est vrai que Guy, je ne sais pas ce que tu vas vouloir nous partager, mais c'est vrai que pour des 300, ça serait la même chose. Ta question, moi, est très large parce que j'ai des groupes de 10, des groupes de 30-40, puis des groupes de 180, 160, puis des groupes de 300. J'ai à peu près toute la panoplie possible. Mais pour les interactions, écoute, j'en fais, c'est ça, je suis en train de dresser la liste, puis je vais dire, je suis assez des fois même surpris que j'en fais des fois tant que ça. Dépendamment, j'ajuste. Évidemment, avec les gros groupes, moi, je trouve qu'ils marchent assez bien, c'est le Turning Point. Ça marche en général assez bien. Une certaine interaction. Tu vois, je m'amuse dans un cours, justement, un cours de 300. J'en fais venir un au tableau, je leur pose une question, puis il y en a un qui vient résoudre le problème devant tout le monde. Ah oui. En même temps, c'est ça, mais en même temps, je l'aide, évidemment. On ne le laisse pas tout seul. Puis c'est drôle parce que spontanément, les étudiants l'applaudissent après. Oui. À chaque fois, là, les étudiants l'applaudissent en voulant dire bravo, tu as réussi. Puis on s'amuse beaucoup, mais en même temps, je sens que ça augmente le niveau ils sont plus sharp parce que là, ils se disent oh boy, il peut me choisir pour que je vienne au tableau, ce que je ne veux pas. Mais je sais très bien. Mais d'un autre côté, ça les réveille toutes parce qu'ils se disent toutes oh boy, ça se peut que je sois en avant. Là, moi. Faut pas que, faut que je comprenne ce qu'il va comprenne. dire. C'est ça, là. Il faut que. Puis je leur dis, je m'amuse tout le temps avec eux autres un peu, là, on rigole. Mais ça, c'est correct, puis ça marche assez bien. Mais tu sais, dans des cas, je leur fais faire un art décisionnel dans certains cours pour savoir quoi faire exactement. Fait qu'ils le font à 2-3, mais je ne peux pas tous les présenter, mais ceux qui veulent, je récupère leur document, puis là, on le présente, puis je les commande en même temps. Ah oui, ça, c'est bien, mais il manque peut-être telle chose à ce moment-ci. Donc, parce que, évidemment, quand j'explique pourquoi. Mais en même temps, ça les fait réfléchir, puis c'est un peu ça. Puis je suis beaucoup plus, peut-être plus pratique que théorique dans mon cas. J'aime bien que les gens, oui, la théorie, ils l'ont en général assez bien. C'est être capable d'appliquer les choses. Ça, je sens qu'il y a un petit peu plus de difficulté.
Que ce Oui. soit, j'ai créé un jeu dans un cours pour répondre à des questions. Puis là, ils travaillent entre eux autres. Puis c'est drôle parce que ça, c'est le dernier cours de la session et pour l'examen, pour réviser pour l'examen final. Et ce qui est drôle, c'est que je vois une entraide incroyable entre les étudiants. Oui. C'est un groupe plus petit, là, une trentaine, là, mais ils s'entraident entre eux autres en disant ben oui, c'est ça la réponse à cause de. Puis là, ils expliquent pourquoi les réponses, c'est telle et telle. Fait que donc, il y a une certaine. C'est un engagement, je pense, qui est peut-être un peu plus élevé. Moi, ce que j'aime dans ces trucs-là, c'est que ben, ça me permet de faire répéter plusieurs fois les mêmes choses en disant ben, as-tu suivi la façon de faire? Puis là, à ce moment-là, ils commencent à développer, puis ils savent que je peux aller plus vite, mais je risque d'oublier des trucs. Si je vais vraiment par étapes, on va y arriver, puis je vais y arriver au bout. Puis à mesure de le pratiquer, ben, ça va toujours un peu plus facile. Puis c'est là que ça peut être aussi à nous de forcer, je parle d'apprenant, c'est l'habitude, mais de forcer l'étudiant à prendre son temps. Donc c'est pour ça que structurer des activités d'équipe en leur disant bah, de toute manière, va pas trop vite parce que tu as 5 minutes, tu as 10 minutes pour ça. Donc finis pas au bout de 2 minutes, tu vas juste t'ennuyer. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire. Et puis j'aime bien aussi, quand tu parlais des étudiants que tu fais venir au tableau, tout est acceptable tant qu'il y a de la bienveillance. Oui. Acceptable pour l'étudiant. Donc, même l'étudiant qui est complètement largué, moi, je l'ai vu aussi quand je faisais ça, quand j'animais mes cours, les étudiants, même complètement largués, acceptent volontiers de faire l'exercice parce que bah, ils savent, voilà, si tu vois qu'ils ne savent pas, tu le fais avec eux. Et donc, c'est presque du coaching. C'est de l'accompagnement personnalisé que tu fais. Hein. Et donc ça, les étudiants apprécient. Puis c'est vrai que après les autres applaudissent, ils félicitent l'autre qui a osé, en tout cas, voilà, qui a été jusqu'au bout. Donc il y a aussi voilà, une interaction. Je parlerais presque de, comment est-ce qu'on dirait en français on parle d'intelligence émotionnelle, de soft skills. On est là-dedans, on est dans de l'interaction sensible. Sensible dans le sens intangible. Donc, ouais, c'est très intéressant. Il faudrait que je pense à reparler de ce niveau-là, parce que je ne l'avais pas à l'esprit, mais oui, parfait. Je te remercie, Iggy. Ça fait plaisir. Bernard. Oui, ben dans mon cas, moi, je suis encore très magistral, donc c'est pour ça que je suis là ce matin à tenter d'ouvrir un peu l'interaction. J'ai quand même beaucoup de matière et puis je trouve que le distanciel permet une implication peut-être un peu plus grande qu'en présentiel, dans la mesure où, comme je vous disais tantôt, c'est sûr que moi, j'aime bien présenter des séquences de films et aider les étudiants à mieux regarder, à mieux écouter. Alors, je faisais beaucoup de sondages. Quand j'étais en distanciel là, sur Zoom, à chaque fin de séquence, il y avait un sondage et là, on était capable de comparer. Le chat aussi permettait d'avoir une interaction entre les étudiants. Alors que je ne sais pas pour vous, là, Guy et Jean-François, mais moi, j'ai encore des étudiants qui sont papier, là. Ils débarquent en classe, donc l'interaction, il faut que ça soit quelque chose qui peut se faire en classe, mais Metimeter ou des Turning Point, moi, j'ai plein d'étudiants qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont... alors, c'est un problème que je vois maintenant, là, comme on arrive à dire, OK, il faut avoir les outils pour travailler. Et ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on favorise l'interaction pour des étudiants qui ont le matériel ou qui ont l'ordinateur? Je sais que mon téléphone cellulaire peut fonctionner pour des sondages, mais moi, j'ai vu une résistance là, à cette idée de sondage, de participation qui m'a surpris là, parce que j'ai quand même pas tant d'étudiants qui arrivent avec ordinateur pour prendre des notes. J'ai encore beaucoup d'étudiants papier. Moi, comparativement à Jean-François, je mets mes PowerPoint avant, mais je laisse des trous de temps en temps pour les notions phares. Fait que les étudiants sont amenés à rester un peu attentifs. Et ça, bon, c'est une manière, mais c'est ça. Donc, le quoi, moi, c'est l'analytique. Le pourquoi, c'est le mieux pour mieux regarder, mieux audio-voir. Et puis, le comment, j'imagine que oui, l'idée de faire travailler les étudiants en petits groupes pourrait être une bonne idée, là. Dans la mesure où il y aurait une gestion de temps peut-être un peu plus importante de ma part. Là. Mais je suis encore ce qui m'intéresserait, là, Bernard, c'est par rapport à votre cohorte, et puis vous n'êtes pas le seul, parce que ce n'est pas la première fois que je l'entends. Qu'est-ce qui fait que les étudiants ne viennent pas avec un ordinateur? Est-ce qu'ils n'en ont pas ou est-ce qu'ils ne veulent pas venir avec?
Je pense qu'il y a un mélange, mais moi, j'ai 80 étudiants, là, donc oui, c'est pas tous nos étudiants qui ont des bons portables. Oui, Bon, c'est oui. sûr, moi, je suis en cinéma, jeux vidéo, fait qu'il y en a qui ont des tours parce que, bon, le Ouais. gaming se fait plus sur une tour, donc ils n'ont pas vraiment de portable. Ah oui, Fait qu'il y a plein de petites modalités comme ça qui fait que c'est vrai, il faut pas prendre pour acquis que nos étudiants sont branchés, c'est vrai. équipés et fait que toujours, on a toujours un peu pris là-dessus. Je ne sais pas, Mhm. à 300, à 300, il doit y avoir aussi une ouverture où il y a 20 30 des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur en classe. C'est Mhm. énorme. Ça largue une grande partie de la classe. Fait que, parce que moi, je Non, suis mais toujours ému. Là. J'ai encore des étudiants qui ont leur petit ouais. cahier, leur petit carnet. Moi, j'ai des étudiants qui impriment les PowerPoint avant, qui prennent des notes. C'est sûr qu'il y en a qui ont l'iPad et qui ont l'ordinateur, donc ça, c'est sûr. Mais j'ai Mhm. quand même, moi, 40 facilement d'étudiants qui viennent avec encore le papier, prise de notes. Alors, tout ce truc-là. Alors, les activités doivent se faire en classe, dans un contexte de groupe où on peut être ensemble. Donc, ça, c'est ce Mhm. que j'apprends aujourd'hui, c'est peut-être plus de voir que c'est pas obligé d'être très, très long, mais au moins, ça amène une interaction à la fin d'une séquence de film, de dire, OK, on prend un petit 5-10 minutes, retournez-vous, Oui, travaillez avec ça aux côtés de vous, et puis voilà. ouais. Mais c'est vrai que ce que vous dites là, moi-même, j'ai une tour, j'ai une très bonne tour, mais j'ai plus de portable. Le seul portable que j'ai, c'est celui du bureau. Ouais. Fait que je serais dans le même cas que vos étudiants. Ouais, moi, j'aurais mon téléphone quand même. Mais c'est vrai qu'avant de donner la parole à Jean-François, c'est vrai que ce qu'il faut peut-être voir avec ce profil de cohorte, qui n'est pas sous-équipée, c'est juste qu'elle est équipée d'une manière qui fait qu'il n'y a pas de mobile, finalement, l'équipement mobile est moins présent. C'est au niveau des interactions, oui, peut-être faire des interactions plus pendant la présentation avec des votes électroniques, ce genre de choses, tant qu'on peut. Mais c'est vrai qu'après, pendant les activités de groupe, voir avec ces étudiants-là, lorsqu'on constitue le groupe, d'avoir au moins un qui a un ordinateur. Et c'est celui qui a l'ordinateur qui va être nommé d'office secrétaire ou porte-parole. Puis voir avec vos cohortes si on peut fonctionner comme ça. Jean-François, oui. Oui, ben en fait, vous m'enlevez les mots de la bouche parce que c'est ce que je voulais apporter comme précision. Parce que Bernard a tout à fait raison, ce n'est pas tout le monde qui ont la Mhm. portable, sont équipés. On voit des tendances quand même, je dirais que c'est surtout en première année, là, je dirais que c'est quasiment 75 là, qui Ah ont ouais. cet enjeu de oh, et de plus en plus. Puis des fois, on se demande qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas synchronisés avec ce qui est en avant et qu'est-ce qu'ils regardent sur leur ordi. Là. Ça fait partie Mhm. des enjeux, mais bon, Oui. c'est une autre histoire. Là. Mais exactement comme tu viens de dire, pour ce qui est de former des ateliers et de faire un travail, à ce moment-là, c'est nommer qu'il y ait au moins une personne dans Mhm. l'équipe. Donc, de ne pas vous mettre 5 ensemble qui n'avaient pas d'ordinateur parce qu'il faut que vous le rentiez, puis ça vous évite d'avoir à le rentrer après la période de cours. Ça, c'est ça, je pense. Mais effectivement, on ne Ouais. peut pas le faire individuellement. Moi aussi, là, les histoires de sondage, tout ça, c'est lorsqu'on est à distance, en synchrone, mais pas en présence. L'autre chose, je voulais juste préciser sur les PowerPoint, je les rends disponibles à l'avance, mais sous forme PDF seulement. Mhm. Oui, oui. Je leur dis qu'à l'avance, ça peut vouloir dire juste quelques heures avant la séance, parce que le discours qui a été tenu par beaucoup d'étudiants, c'est d'avoir ça pour la prise de notes. Donc, la prise de Ouais. notes, ça peut être 5 minutes avant qu'on débute, là, et non pas, mais généralement, c'est quand même un bon 24 heures avant, mais sous forme PDF là, pour les enjeux d'altération des documents, puis ces choses-là, parce qu'il y a des enjeux de où est-ce que ça se retrouve dans la stratosphère, ça s'en est assez ahurissant, là. Bon, en même temps, Mhm. mais ces aspects-là sont là. C'est ça, pour le partage, on en avait parlé, faut aussi voir après le niveau, la profondeur des interactions que vous voulez pendant le cours. Parce que si on le donne 5 minutes avant, oui, les étudiants vont pouvoir prendre leurs notes, mais ils n'ont pas le temps de prendre connaissance et d'assimiler le contenu. Donc, c'est sûr que le niveau, la profondeur des interactions va être moins profonde. Si on leur donne plus en avance, oui, on a le temps, on peut demander aux étudiants d'avoir beaucoup plus de profondeur. Maintenant, après, de retrouver le contenu dans les stratosphères, oui, ça c'est Une petite parenthèse possible. qui n'a pas été nommée depuis qu'on a démarré, là. Je ne sais pas c'est quoi l'expérience des autres. Moi, je suis enseignant chargé de cours en travail social.
si on a l'intention de monter ou de présenter un cours en hybride, il faut qu'on ait l'autorisation, hein, parce que le mouvement est très fort en ce moment de présentiel uniquement. Hein. Ouais. Est-ce que c'est comme ça à l'université ou c'est juste dans certaines facultés, écoles? Quel est le pouls à ce niveau-là en ce moment? Je peux vous laisser Guy et Bernard, mais sinon, oui. Je sais que chez nous, on est donc tranquillement, on s'en va vers l'idée du bimodal, là, un présentiel avec le comodal? En bimodal, ouais, bimodal ou comodal, là, je veux dire, C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui sont là, puis vous en classe, exactement. Okay. Donc, ça, en passant, les données probantes là, sont oui, oui. favorables à ça. Hein. Non, je sais, c'est totalement fou. Pour abaisser chacun des éléments vers le bas. Hein. Je dis, moi, je suis donc chez nous, du moins au département, on nous donne le choix. Mais moi, je suis très présentiel et moi, je donne mes PowerPoint en PDF aussi, 48 heures à l'avance. Mais comme je vous disais, moi, je mets des trous, je mets des petits carrés blancs pour les notions. Ah oui. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que faut que les étudiants aient du plaisir à venir en classe. Donc, si je leur donne toute ma matière, ils ne viennent pas. J'enlève toujours les extraits de films, donc ils ne savent pas les films que je vais montrer. Oui. Donc, j'essaie de créer une certaine interaction. Il y a des étudiants qui adorent ça. Il y en a qui détestent ça parce que oui, on est dans une clientèle maintenant qui voudrait tout avoir et même que c'est ça que les questions d'examen soient pré-remplies. Là. Donc, on arrive à un point où il faut quand même bosser. Et puis, comme Grégoire, tu viens de dire, je les donne 48 heures à l'avance pour que vous ayez le temps de vous préparer. C'est-à-dire que c'est sûr que si je mets des trous, il y a quand même une attention à avoir. Alors, vous avez vu un peu le cheminement du cours, vous êtes prêts. Et avant, je fais ça depuis longtemps. Maintenant, je mets de moins en moins de trous. Mais avant, je mettais vraiment et là, quand il y a un trou, je m'arrête et puis je demande aux étudiants, y a-t-il un trou dans cette diapo-là? OK. Qu'est-ce que je n'avais pas mis? Et là, encore une fois, je pose des questions sur OK, pourquoi je n'ai pas mis ce truc-là? Ouais. J'essaie de créer une interaction, mais il faut que les étudiants se préparent. Là. Donc, juste pour ma compréhension, ce que tu appelles des trous, ce serait comme des diapos qui ne sont pas. Puis lors de oui, c'est ça. Mettons en haut, j'enseigne un cours de zombies. Lors de ta présentation en classe, tu vas avoir l'intégrale avec les diapos. Oui, voilà. Et là, j'ai pris en cours de route. Avant, je soulignais les trous, mais ce n'était pas assez visible. Maintenant, je mets les carrés avec une texture. Texte à trous. Un texte à trous avec une texture de briques, là, ou de pas de briques, mais de béton ou de marbre. Alors, les étudiants voient vraiment très bien où est-ce qu'est le trou. Et puis, c'est les termes les plus importants, c'est les notions phares, c'est les comparaisons. Et puis, évidemment, je dis aux étudiants, quand on arrive à l'examen, vous aurez compris que c'est les notions les plus importantes, c'est celles qui sont peut-être là. Alors, ça donne aussi des stratégies d'études. Donc, mais encore une fois, j'ai 60-70% des étudiants qui adorent ça et j'en ai 30 qui sont scandalisés que je ne donne pas mon matériel au complet. Il y aura toujours des fâchés. Voilà. Juste pour répondre à la question de Jean-François, je dirais que les étudiants au grade supérieur, c'est à distance, ils adorent la distance, les autres, ils voudraient juste la distance. Et ceux qui sont au bac, première année, deuxième année, là, eux autres, c'est plus présentiel. Ils aiment ça le contact, je peux comprendre aussi. Mais je dirais qu'aux études supérieures, là, c'est comme... là, j'ai un cours, là, je vais les forcer à venir à l'université une fois. Là, et c'est juste parce que je veux être sûr qu'ils utilisent les ordinateurs de l'université avant l'examen final. Pour pas qu'ils arrivent à l'examen final et qu'ils n'ont jamais vu un ordinateur de l'université. Puis là, ils se retrouvent comme comment on fait ça? Là? Fait que c'est la raison. C'est la seule raison. Tu as toute l'attitude de l'organiser en hybride, tu n'as pas besoin d'autorisation. Disons que. Oh! J'ai été. On n'a rien entendu. Non, mais en fait, l'idée, au début, j'étais supposé être en présentiel, une fois qu'on était revenu en présentiel, mais les étudiants m'ont dit non, on veut rester à distance, c'est beaucoup plus facile pour nous autres. Puis là, c'était un petit groupe de 9, que les 9 étaient d'accord. Regarde. J'ai eu à la maîtrise, cette session, j'ai eu la même demande. Quand il y a eu le retour, puis là, il avait mis ça sur le couvert. C'était pas faux complètement parce qu'ils étaient en stage en même temps, donc avec des clientèles vulnérables. On ne veut pas prendre de chance là, pour contaminer, manquer du temps de stage.
Oui. Donc, on a eu 2 semaines additionnelles, mais là, il n'était pas question d'avoir une 3e. C'était vraiment une directive de l'école. Ça prendrait quelque chose d'exceptionnel. Après ça, moi, j'ai été positif et que j'ai été une semaine que la bulle familiale, on était isolés. Donc là, C'était vous, là, ouais. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Je le vois, cette tendance chez les étudiants des cycles supérieurs. Puis, c'est ça, il y a un côté pervers là-dedans quand même, là, un peu néfaste. C'est sûr que nous autres, les gens sont souvent à l'extérieur de l'université. Ils sont dans les laboratoires à travers les hôpitaux, donc ils ne sont pas sur le campus même. Fait que pour eux autres, ça leur présente un déplacement. Donc, à venir à un cours, c'est 1 heure de déplacement, peut-être même 1h30 dans certains cas, le retour et tout. Fait que, tu sais, ils disent, ils ont tout semaine d'avoir. Puis ce qu'ils adorent aussi, c'est qu'ils se disent tout le temps, ben, si on a mal compris ou on a une incompréhension, il y a toujours les enregistrements qui aident beaucoup. Ce qu'il n'y a pas en présentiel, en fait, ce que je ne veux pas avoir en présentiel, puis j'avertis tous les étudiants, mais les demandes à chaque semaine pour avoir les cours enregistrés. Je peux te dire là-dessus, je les enregistre en présentiel. Moi. Maintenant, cette session-ci, surtout à cause du COVID, il y a quand même, sur 77 que j'ai dans le cours du jeudi matin, je fais le décompte régulièrement, il y en a 15 à chaque semaine. Puis c'est beaucoup lié avec quand même, on le sait, hein, le virus, il est partout. Et donc, je ne connaissais rien de cela, j'avais suivi un atelier, puis mon Dieu, les locaux sont super bien organisés, là, la caméra suit, tout, puis je fais le partage d'écran avec Zoom. Donc, dans le fond, ils me voient juste dans le petit coin en haut, puis ils peuvent visionner l'enregistrement. Ce n'est pas toutes les salles qui sont. Non, je sais, mais il y en a quand même beaucoup. Puis même les plus petites salles ont quand même quelque chose. Mais tu as raison, je sais que surtout quand c'est des très petits groupes, là, il faut qu'on aille chercher l'équipement, puis c'est un paquet de troubles. Ah, c'est ça. On va pas trop s'éterniser sur ce sujet-là, parce que le CPU, on peut rien imposer, mais c'est vrai que ça fait quand même partie des préconisations d'enregistrer les séances de cours, même présentielles. Déjà pour ne pas inciter quelqu'un de symptomatique, quel que soit le virus, hein, c'est tout virus confondu, quelqu'un de se déplacer. Ça, on aurait dû avoir ce réflexe-là déjà depuis des années. On va juste espérer que la COVID va allumer la mèche. Donc oui, enregistrer pour ça. Et puis, comme vous disiez, c'est aussi regarder la vidéo pour vérifier sa prise de notes, la compléter. Donc, il y a quand même un intérêt, même pédagogique, d'enregistrer. Et j'ajouterais que c'est nous qui avons le contrôle de la diffusion. Parce que quand les étudiants arrivent avec leur formulaire du SESH, comme quoi ils enregistrent, maintenant, je le refuse parce que je leur dis c'est enregistré. Et quand c'est déposé sur mon espace vidéo, ils ne peuvent pas le télécharger. Donc, ils vont le visionner. Alors qu'avant, j'étais mal à l'aise avec ces enregistrements. J'avais des fois jusqu'à une dizaine d'étudiants qui enregistraient. Ah oui, il n'y avait pas de contrôle. Pas de bon sens. Puis là, tu ne savais plus où ce que c'est. Qu'à un moment donné, moi, je trouve que c'est bien. Mais effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de... Il y a beaucoup d'opposition parmi les enseignants. On a eu des discussions là-dessus, de les enregistrer. Mais honnêtement, c'est sûr, d'accord avec ce que Guy explique là, ou a mentionné. Lorsqu'on a une salle qui n'a pas les facilités, c'est un emmerdement. Là, on a déjà assez de choses à se préoccuper dans l'organisation de nos salles. Mais quand c'est là, c'est génial. Là, vous avez les vidéos là, de mes collègues Fabien et François qui parlent des salles, mais je crois de mémoire aussi, ils expliquent qu'on peut enregistrer avec Zoom juste audio ou vidéo. Et si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez aussi enregistrer directement avec votre ordinateur sans l'équipement de la salle. Moi, je l'ai vu dans une autre université où les salles étaient assez problématiques. Les enseignants enregistraient directement avec leur ordinateur. S'ils bougent beaucoup et que c'est trop difficile d'avoir vidéo, ils enregistrent juste audio. Donc, ils font attention d'être à côté du micro de l'ordinateur. Puis oui, le son n'est pas génial, on voit qu'ils parlent de loin, mais au moins, ça fait quand même un fichier audio que les étudiants peuvent écouter comme un podcast. Puis là, après, vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein de choses documentées, des recherches qui commencent à profuser sur la plus-value pédagogique des podcasts. Donc, ça peut être une piste aussi à explorer si la vidéo
ne vous satisfait pas, il y a toujours l'audio qui est une alternative. Alors, je vais continuer parce qu'il est 11 heures, donc on avance bien, hein, on est correct. On parlait des groupes tout à l'heure, parce que là, je vais revenir un petit peu sur le concept, en tout cas l'idée des scripts d'apprentissage pour les activités. Donc, c'est vrai que pour les activités de groupe, pour organiser ça, vous avez deux approches. Tout ça est encadré et supporté par Studium. Donc, la première approche, c'est l'étudiant qui choisit son groupe. Donc, vous créez X coquilles, X groupes dans votre cours, et après, vous avez l'activité choix de groupe qui vous permet de proposer à vos étudiants de choisir et de former eux-mêmes leur groupe. La deuxième approche, c'est l'enseignant qui va former lui-même les groupes. Et donc là, c'est vous qui formez manuellement vos groupes ou Studium qui peut aussi assigner de manière aléatoire. Donc là, il y a vraiment ces deux grandes approches avec la petite subtilité pour la deuxième, hein, qui permet de former les groupes. Après, je me répète un petit peu, mais je vais aller très vite. Ça peut être un choix pédagogique, ça peut être une approche. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, ce qui me motive à choisir l'une ou l'autre, c'est de me dire, voilà, est-ce que le fait de former son groupe est un objet d'évaluation? C'est-à-dire, est-ce que je peux aussi évaluer la qualité du groupe? Et ça, j'en informe mes apprenants, j'en informe les étudiants que leur évaluation va être aussi sur la constitution du groupe. Donc, s'il y a un problème dans le groupe, c'est juste qu'ils l'auront mal formé et donc ils seront pénalisés en conséquence. En tout cas, voilà, c'est eux qui sont responsables de la qualité du groupe. Ou alors, je peux aussi avoir l'autre posture qui est de former moi-même les groupes pour m'assurer de la qualité et éviter d'avoir un groupe avec que des introvertis ou que des extravertis. Ou, comme je disais la semaine dernière, je peux aussi former un groupe et puis prendre un introverti et lui donner le rôle de porte-parole pour qu'il présente le travail de son équipe. À l'inverse, un extraverti, je ne veux pas qu'il vampirise le groupe, donc je vais lui donner un rôle de secrétaire. J'en avais déjà parlé, je pense à tous les trois, donc on va pas revenir dessus, mais voilà, ces deux approches-là peuvent être un élément d'évaluation à part entière, en tout cas un élément aussi pour contrôler les groupes. Alors, très rapidement, le think pair share, on réfléchit seul, en groupe, on partage. Groupe d'experts, voilà, on remet un travail qui circule à travers le groupe et une fois que ça a fait la boucle, pareil, on présente. Donc, groupe d'experts est intéressant, je trouve, lorsque vous voulez travailler un petit peu des compétences de rhétorique. Celui-là, je trouvais vraiment très intéressant par rapport à ça. Ensuite, on a les deux graffitis, hein, circulaires et multiples, avec toujours mes 4S que j'aurais dû effacer, qui sont toujours là, qui ne veulent rien dire, hein, c'est juste une coquille. Donc là, graffiti, hein, pareil, coopératif, quelque chose qui peut être fait autant en salle qu'à distance. Donc ça, c'est vraiment des scripts que vous pouvez pratiquer dans les deux environnements. Tous peuvent faire l'objet d'une remise de devoir que vous allez évaluer après de manière asynchrone ou synchrone. On pourrait aussi imaginer que les étudiants présentent, puis en même temps qu'ils présentent, vous êtes dans Studium avec votre grille d'évaluation, puis au fur et à mesure qu'ils présentent, hein, vous pouvez avoir votre grille et évaluer le groupe de manière instantanée. Ça vous demande de vraiment bien préparer votre activité avant la séance de cours, mais on peut parfaitement imaginer aussi d'évaluer dans Studium à chaud un groupe. Pour former les groupes, je vous remets mon petit écran, je vous partagerai le lien à la fin. Donc, on a minimalement un rapporteur qui présente, l'animateur qui contrôle que le groupe ne s'égare pas et qui gère le temps, le secrétaire qui va tout noter, il écoute tout et il note tout, et le participant qui est vraiment là pour l'idéation. Donc après, à vous de voir, est-ce que vous donnez les rôles, est-ce que vous laissez les étudiants prendre les rôles qu'ils veulent? Ça, c'est selon votre contexte, selon vos objectifs pédagogiques aussi. Voilà. Donc là, voilà, j'aborde les activités Studium. Donc là, on a beaucoup parlé des interactions en salle. Là, on va plus aller sur les interactions en ligne. Premier niveau d'interaction, et puis vous voyez en bas à droite,
je me suis amusé à faire un petit peu de gamification dans mes diapos. Donc là, c'est ceinture blanche, donc premier niveau d'interaction basique, c'est le forum. Vous savez, c'est quoi? Plusieurs formats de forum, mais voilà, les étudiants répondent à une question, ils interagissent sur un problème et ils peuvent se répondre entre eux ou pas. Donc ça, c'est vraiment la base, hein, ce que je mettais dans le bandeau rouge, c'est que là, on est sur des activités qui favorisent l'apprentissage collaboratif, mais qui sont également moteurs d'interaction de par la collaboration. Donc là, le forum, vraiment la base. L'activité glossaire, donc là, on est un petit peu plus poussé, on monte d'un cran. Donc là, glossaire, bon, on construit des fiches. Vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez configurer Studium pour que les étudiants ajoutent ou pas des fichiers ou pas des images. Vous savez aussi que maintenant, avec l'éditeur de Studium, les étudiants peuvent aussi s'enregistrer vidéo. Donc, ils sont avec leur webcam, ils peuvent s'enregistrer et faire comme ça un contenu un petit peu plus dynamique. Les articles que les étudiants poussent, lorsque c'est eux qui les poussent, vous pouvez aussi vous déposer des articles, mais lorsque c'est l'étudiant, on peut ou pas approuver les articles, c'est-à-dire l'article n'est pas publié dans le cours tant que l'enseignant ne l'a pas approuvé, ce qui évite des fois quand même de générer des biais cognitifs, en tout cas d'avoir ce qu'on appelle en communication des bruits, donc des étudiants qui écriraient des articles avec de la fausse information pas validée. Donc là, ça peut être intéressant d'approuver quand même les fiches avant. L'outil glossaire comme base de données dont je vais vous parler après, eux ont un moteur de recherche intégré qui est vraiment propre à l'outil. Donc, on n'est pas sur un moteur de recherche qui recherche dans le cours, on est vraiment sur un moteur de recherche qui est limité à l'outil glossaire, donc pour retrouver un mot, une fiche selon un mot, un terme. Voilà. Et on peut trier les fiches, bien entendu, pour les retrouver plus facilement. Donc ça, celui-là est intéressant dans le sens qu'on va pas autoriser des commentaires également. Donc, on va créer de l'interaction asynchrone avec cet outil-là. Même niveau d'interaction avec la base de données. Donc, la base de données, hein, les étudiants vont pouvoir compléter une fiche. Donc, ils vont compléter un formulaire que vous construisez au préalable. Et donc là, voilà, vous pouvez après activer ou pas les commentaires pour que les étudiants commentent la fiche qu'un autre aurait remplie. Vous-même aussi, vous pouvez commenter ces fiches-là, donc même niveau d'interaction asynchrone. Et l'outil, donc voilà, vous pouvez faire un formulaire avec des cases à cocher, des boutons radio. C'est un vrai formulaire, donc assez simple, mais on a vraiment toutes les fonctionnalités d'un formulaire. Et puis, pareil, moteur de recherche intégré pour rechercher une fiche selon un mot, une chaîne de mots. Voilà, donc, c'est un outil d'apprentissage collaboratif, d'interaction très intéressant. Là, alors pas la base de données, là j'ai fait une faute, c'est le wiki. Donc le wiki voilà, peut être collaboratif ou individuel. Là, on est sur de l'interaction. Voilà, j'ai mis ceinture jaune. J'aurais pu mettre même ceinture blanche, que c'est le même niveau que le forum quasiment. Là, on attaque quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus costaud avec la remise de devoirs et ensuite test. Alors test, vous voyez que j'ai mis ceinture noire. La remise de devoirs, je l'ai mise marron, mais j'aurais pu mettre marron avec plusieurs dan, parce qu'on est très proche du niveau de la ceinture noire avec celui-là. La remise de devoirs, vous le savez, on peut faire une remise individuelle ou une remise de groupe, tout dépendamment de la stratégie, de l'approche qu'on a mis en place avant. Script d'apprentissage pendant la séance de cours ou voilà, vraiment quelque chose d'asynchrone. Donc, où l'étudiant remet son devoir seul, ou il le remet en groupe, ce qui vous permet d'évaluer voilà, un groupe en une fois. Vous corrigez le devoir et c'est tout le groupe qui a la note poussée dans son carnet. L'activité devoir au niveau des interactions, outre les interactions pour construire le devoir, c'est-à-dire élaborer le contenu, on a des interactions maintenant au niveau des consignes. Donc là, on peut communiquer les consignes à nos étudiants, écrits ou audio, vidéo. À vous de choisir votre niveau d'interaction pour communiquer les consignes. Sinon, vous les mettez en présentiel. Hein. Vous présentez les consignes, c'est déjà un niveau d'interaction, même quand je les présente en salle.
mais c'est quand même préconisé d'au moins laisser une trace écrite dans Studium pour que les étudiants puissent les relire. Ça évite de vous reposer les questions de manière assez récurrente des fois. Oui, Guy, au niveau des consignes? Ben écoute, je vais juste. T'es pas d'accord. Je t'ai souvent entendu dire que c'était une bonne chose en fait, d'essayer de faire une rétroaction par vidéo. Oui. Cette année, j'avais un examen, j'ai essayé, il était neuf et c'était pas trop long. Carrément de dire OK, je vais faire une rétroaction par vidéo. Et je me suis posé la question, est-ce qu'ils vont aimer ça? Ben, avant même que j'ai eu le temps de poser la question, j'en avais déjà un qui m'avait réécrit en disant j'ai adoré les rétroactions par vidéo qui duraient 1 minute et quelques secondes. Là. Oui. C'était vraiment court, très, très court, mais il dit j'ai adoré ça. J'avais mon fichier, c'était facile pour moi de savoir exactement quoi. Les étudiants ont beaucoup aimé ça. J'ai été très surpris de voir l'accueil que ça avait. Je ne pensais pas que ça autant que ça, mais oui. Et c'est pourquoi? C'est parce que toi, dans ton esprit, tu pensais qu'ils allaient préférer lire finalement? Ben, je me disais, est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps de regarder? Ils voient la note, c'est correct, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin que ça. Ah oui. Non, je pense que juste le fait que je leur parle, il y avait comme l'impression que puis c'était adressé à eux. Hein, c'était une vidéo personnelle, là, mais ça, ils ont beaucoup, beaucoup apprécié ça. Je pense que c'est comme une interaction de plus qu'il y avait avec le professeur qui n'ont pas nécessairement. Oui, oui. Et puis, ce que je disais, c'est même quand vous enregistrez votre cours, il ne faut pas chercher à mettre la barre trop haute au niveau de la qualité de la vidéo que vous faites. Là, les 3 vues que j'ai de vous là tout de suite, c'est un niveau visuel qui est très, très suffisant pour faire des interactions. Ne cherchez pas à aller dans un studio fond vert. Voilà, vous y allez comme ça, vous vous enregistrez, on crée du rapprochement, on crée de l'humanité avec l'étudiant. C'est ce que je dis à chaque fois et c'est ça que les étudiants veulent. Et même au niveau des consignes, si vous feriez vos consignes comme ça serait bien. Il y a des sites Internet où ils font une évaluation des fonds d'écran des enseignants. Là, il y a un concours international. Ah oui? Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça non plus. C'est sérieux. Ben, il y a des commentaires. C'est une blague, là, mais c'est... Oui. Mais non, mais oui, mais après, il y a des enseignants qui vont vraiment travailler leur fond. Moi, j'ai des collègues qui ont aussi un fond. Alors, des fois, il y en a, ils ont un fond très institutionnel. D'autres, ils vont avoir un fond un peu plus travaillé. Moi, j'ai un collègue, il a beaucoup travaillé pour avoir un fond noir. Voilà, moi, je suis dans mon bureau, je n'ai pas de fond, je n'ai pas de filtre. Hein. Vous êtes chez moi, vous êtes chez moi, vous êtes dans mon bureau. Voilà. Il n'y a pas faut pas avoir peur de ce que vous produisez. Il y a quand même ce genre de commentaires pareil. C'est drôle. J'avais juste une précision, puis je n'ai jamais vérifié. Lorsque tu fais une vidéo, une rétroaction, une remise de devoir ou autre, quand est-ce que l'étudiant le voit? Quand tu dis publier ou quand tu as fini et tu l'as enregistré, c'est à quel moment que l'étudiant peut le voir? Ouais, OK, on va en parler. Alors, au niveau des différents niveaux de rétroaction, alors je vais rester sur devoir et puis on va parler de test après. Alors, vous avez les consignes, ensuite les rétroactions d'évaluation. Donc là, avec la remise de devoir, vous pouvez faire déjà une première rétroaction générale. Donc, c'est le moment des fois où de faire un contenu pour aller plus loin ou un corrigé type, une évaluation vraiment très, très générale par rapport au devoir que vous attendiez. Ensuite, on a un deuxième niveau de rétroaction qui est là sur mesure. Pour la remise de devoir, vous le savez, on en a parlé, vous pouvez faire des rétroactions dans le contenu du devoir ou dans un fichier téléversé. Et comme disait Guy, on peut faire des rétroactions vidéo également pour les remises de devoir. Et donc là, quand vous faites ça, il faut configurer votre activité de remise de devoir pour avoir, alors dans Studium, on appelle ça feedback. Il faut avoir votre petit bloc de feedback sur la droite. Et à la base, c'est un champ texte que vous pouvez rédiger, mais on peut aussi faire les vidéos. Et ce que j'avais parlé, puis on pourra voir tout à l'heure, je pourrais peut-être vous faire une démo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, moi, ce que je préconisais, c'était de numéroter les rétroactions. Pourquoi? Parce qu'en numérotant les rétroactions dans mon bloc de feedback, après, je peux aller mettre des commentaires
dans le travail et mon commentaire, finalement, c'est juste le numéro. Donc, je vais mettre le numéro dans la copie de l'étudiant, dans le devoir de l'étudiant. Comme ça, l'étudiant est capable de matcher dans sa copie le numéro avec le commentaire que j'ai mis dans le bloc de feedback. Ce qui permet vraiment d'avoir une vidéo ou un texte, mais l'étudiant est capable de savoir à quoi je fais le commentaire. Ça me permet d'être beaucoup plus pertinent. Et alors vous me diriez, je pourrais faire un commentaire dans la copie avec du texte écrit, mais je ne pourrais pas faire de vidéo. Alors que si vous faites une rétroaction vidéo, ça, il faut aller dans le champ commentaire à droite et l'étudiant est capable de voir votre vidéo, à quelle partie de sa copie ça se réfère. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, pour parler du sujet que Jean-François, on ne doit pas aborder aujourd'hui, ça facilite grandement l'acceptation de la note, les interactions vidéo. Donc voilà, sur mesure, dans le devoir, dans un fichier. Donc, ce que je vous mets, vous pouvez les rédiger, téléverser votre fichier, audio, vidéo. Avec l'activité devoir, et ça, c'est pour répondre à ta question déjà pour cette activité, Guy, l'étudiant reçoit une alerte lorsqu'il est évalué. Donc, on peut activer cette alerte dans la configuration de l'activité devoir. Sinon, on peut aussi tout simplement, c'est un grand mot, mais on peut aussi, dans le carnet de notes, cacher l'activité dans le carnet de notes. Et une fois qu'on a tout évalué, on retourne dans le carnet de notes pour démasquer l'activité. Ce qui fait que toute la cohorte reçoit une alerte en même temps parce que les alertes sont générées dès que la note est publiée dans le carnet. Donc, si je cache la note dans le carnet, aucun étudiant de ma cohorte ne peut la voir, c'est caché dans le carnet de notes. Donc, je peux évaluer tranquillement mes 300 étudiants et j'active une seule fois dans le carnet de notes ma remise de devoir, et là, tous les étudiants reçoivent leur alerte en même temps. Ce qui permet d'éviter d'avoir les premiers étudiants qui nous appellent parce qu'ils savent que les autres ont été évalués et pas eux, donc ils paniquent. Donc, pour éviter ça, on gère avec le carnet de notes. Je peux te dire que j'ai fait ça. J'ai eu une dizaine de courriels d'étudiants qui ont dit « la note est disparue ». Il faut le faire avant de commencer à corriger. J'ai fait un avis dans le forum disant que, comme tu viens de dire, lorsque toutes les notes seront corrigées, vous aurez accès. Mais Jean-François, il faut penser à le faire avant de commencer à corriger. C'est incroyable. Non, mais il y en a qui vont là-dessus régulièrement vérifier si une note est rentrée. Ah ben oui. Mais je ne savais pas l'alerte, je trouve ça intéressant. Là. Donc, est-ce que c'est simple, ça, mettre l'alerte qui apparaît? Oui, ben, on pourra y aller tout à l'heure. Parce que je vais le dire au groupe. On va faire une petite pause après l'activité test. Mais je pourrais vous montrer, oui, c'est une case à cocher dans les paramètres. C'est une génération qui est vraiment l'anxiété dans le plafond, hein, avec cette génération-là. Là, puis c'est vrai. Là, puis ça, c'est des choses. Alors, je pense que si je pouvais le dire à l'avance, sachez que lorsque la correction sera terminée, vous recevrez une alerte parce que je reçois constamment de est-ce que la correction s'en vient, est-ce qu'on va avoir nos notes, tout ça, là, ça en est un petit peu ahurissant. Effectivement. Non, ben ouais, on est sur des générations, il faut leur apprendre à gérer leur anxiété. On leur a jamais appris. iGen, hein, ça s'appelle, il l'appelle la génération iGen. Ouais, c'est de l'ouvrage pour nous maintenant. I pour comme iPhone, là, puis Gen. C'est celle-là qui suit les millennials. Là, vous suivez ça de près, là. Hein? Oui, on a eu des discussions récemment entre enseignants à l'école là-dessus. C'est sûr, comme toute génération, il y a des bons côtés et des moins bons côtés, mais il y a cet aspect-là de l'anxiété. C'est l'immédiateté, oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Là. Effectivement. Alors, pour la remise de devoir, voilà, on est, vous voyez déjà plusieurs niveaux d'interaction et plusieurs manières de faire. Alors, au niveau de la manière de faire… La vidéo, là, excusez, je reviens là-dessus. La vidéo, vous l'enregistrez comment? C'est un Zoom? C'est un… Guy, qu'est-ce que tu enregistres? C'est moi, c'est avec l'écran de l'ordinateur, tout simplement. Tu fais un petit enregistrement. Tu parles. C'est très facile. Ton application, c'est quoi que tu utilises, ton application? Tu peux directement avec Studium, ça fonctionne. Je pense que Grégoire va pouvoir le montrer. Je vais vous montrer, c'est directement avec l'éditeur. C'est très simple. Okay. Ça ne prend pas des grandes notions. OK. Merci. Il n'y a pas besoin de logiciel. Hein. Vous y allez directement avec l'éditeur. OK.
Alors, test, donc, de la même manière, on peut rédiger téléversé, audio-vidéo. Test, pourquoi je l'ai mis ceinture noire, c'est que lui a beaucoup de niveaux d'interaction. On peut faire toujours les consignes, évidemment. On peut faire une rétroaction globale par rapport à la note finale. Donc, de 0 à 50%, on fait une rétro. De 50 à 70, on en fait une autre. De 70 à 100, on en fait une autre. Vous pouvez en faire juste un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 50 niveaux. C'est vous qui organisez votre échelle d'interaction globale dans les paramètres. Donc ça, c'est très intéressant lorsqu'on rentre dans une approche de gamification, de ludification. On est capable d'avoir un message adapté selon, pas les réponses, mais selon le score. Donc, lorsque l'étudiant a moins de 50%, moins de 70%, on lui dit « Attention, connaissance un petit peu fragile, il faudrait réviser le contenu, etc. » J'ai fait une demande à l'équipe Studium pour avoir des rétroactions selon les réponses à une question. Donc là, pour le moment, on n'a pas ça. Les rétroactions, c'est vraiment par rapport au résultat global. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, on va juste retenir global par rapport à la note finale. Ensuite, on a un deuxième niveau qu'on appelle les rétroactions générales. Alors, elles, c'est ce que je vous mettais du contenu bonus pour aller plus loin. C'est une rétroaction, peu importe ce que l'étudiant a répondu, c'est un message qui va s'afficher pour chaque question. Donc, c'est un peu la même logique que la rétroaction globale. La rétroaction globale, c'est vraiment pour tout le test. Là, la générale, c'est une rétroaction pour aller plus loin sur la question posée. Et ensuite, on va avoir un troisième niveau qui est sur mesure, où là, on peut pousser une rétroaction vraiment par rapport à la réponse qui a été fournie par l'étudiant. Donc, si dans test, je prends une question toute bête, niveau d'apprentissage, vraiment le minimum du minimum, je ne sais même pas si on pourrait parler de niveau 0, mais une question oui-non, vous faites avec le sur-mesure, vous pourriez faire une rétroaction pour ceux qui ont répondu oui et une rétroaction différente pour ceux qui ont répondu non. Mais vous pourriez faire aussi une rétroaction générale sur la question ou une rétroaction globale par rapport au score total. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs niveaux de rétro et tout ça est automatisé. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est vrai que déjà, faire des rétroactions sur mesure, on est sur de l'automatisation, donc on est sur de l'intelligence niveau 0.1, on est vraiment sur la base de la base, mais on est quand même sur de l'automatisation avec une correction sur mesure selon les réponses de l'étudiant et une correction automatisée. Donc là, ensuite, pareil, l'étudiant peut recevoir une alerte lorsqu'il est évalué. Donc pareil, on peut gérer ça assez rapidement et simplement, directement en gérant l'affichage dans le carnet de notes. Je l'ai mis à la fin. H5P, c'est pour développer du contenu interactif. Donc là, c'est l'étudiant qui manipule le contenu. Vous pouvez faire des accordéons, des images hotspot, vous pouvez faire des scénarios à embranchement. Scénarios à embranchement, ça peut être aussi des scénarios de contenu texte. On n'est pas obligé de faire de la vidéo, on peut aussi faire un contenu assez simple. Là, vous avez un projet, j'ai fait un scénario, j'ai accompagné, ils ont développé un scénario à embranchement. Ce ne sont que des messages textes avec des questions pour évoluer. Et selon les questions qu'on pose et les réponses données par l'étudiant, l'étudiant continue différemment selon ce qu'il répond pour cheminer dans le scénario. Donc, voilà, scénario en branchement, mais voilà, image hotspot, texte à trous, voilà, c'est tout le contenu que l'étudiant va pouvoir manipuler pour prendre connaissance de son contenu. Pour rappel, H5P, c'est vraiment un contenu de formation. Donc, vous pouvez faire éventuellement des petites évaluations, mais formatives, jamais de sommatif avec H5P. Donc, interagir sur le parcours, le résultat d'une évaluation peut aussi modifier, si on le souhaite, le contenu auquel l'étudiant a accès. On peut aussi afficher des messages sur mesure selon ce qu'il a répondu. Donc, on a un petit peu touché ça du doigt avec l'activité test. On peut faire des rétroactions sur mesure selon les options de réponse. Mais au niveau de la page de cours, on peut aussi faire afficher des messages à l'étudiant
selon ce qu'il a fait ou pas dans son cours. Et donc, je peux afficher un message ou je peux même donner accès à un contenu si l'étudiant a d'abord consulté un autre contenu, ou je pourrais même afficher un message selon le résultat qu'il aurait obtenu à un quiz. Hein, on peut mettre des petits messages de félicitations par rapport à il a obtenu 70% au quiz. Je peux aussi mettre un message sur la page de cours. Vous avez compris que je peux aussi le faire dans l'activité test ou devoir, mais je pourrais aussi mettre un message sur la page de cours. Et donc, là, on est vraiment dans des logiques de gamification. Hein. Donc là, on peut se faire une petite pause, hein, il est 1h30, mais au retour de la pause, et je vous laisserai l'écran, j'aurais voulu qu'on puisse peut-être réfléchir ensemble sur les avantages et les inconvénients justement de personnaliser le comportement d'un cours selon les résultats de l'étudiant. C'est-à-dire lui donner accès à une lecture, lui donner accès à une vidéo, seulement si il a consulté autre chose avant, seulement si il a obtenu telle ou telle note à une évaluation qui aurait été faite avant. Donc ça, on est dans les logiques de gamification, de ludification. Mais voilà, j'aurais voulu, donc c'est le dernier niveau d'interaction que je voulais avoir avec vous, c'est le comportement du cours lui-même par rapport au comportement et les résultats de l'étudiant. Donc, si vous avez une question, on peut répondre, on peut faire un petit moment de questions-réponses. Sinon, là, il est 28. Moi, ce que je vous propose, on peut se faire 5 minutes de pause. On va se servir un verre d'eau, un café. Et au retour, voilà, on se donne 5 minutes pour répondre à cette question-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, merci. Okay. Donc, je coupe ma caméra. Dans 5 minutes, je suis de retour et puis on commence l'activité.